Ah, c'est fou, moi, de nature, je suis pas très théorie du complot. D'habitude, ça me tape ses nerfs. Mais avec toi, t'es un tel conteur, je pourrais t'écouter pendant 4 heures. Ben, ça me fait plaisir, Dan. Écoute, parlant de théorie du complot... Envoie-nous dans tout ce que tu veux, on te suit là, à pieds joints. Mais juste un petit aparté, tu sais qu'aujourd'hui, on a fait l'inauguration du pont Samuel de Champlain. Oui. Et tu sais que... c'est plus juste le pont Champlain. C'est Samuel de Champlain. Et tu sais que l'image qu'on utilise pour représenter Champlain, le buste, entre autres, qu'on a inauguré, et également la statue de Champlain aux côtés du château à Québec, tu sais que ce n'est pas l'image de Champlain. Ah non? Non. C'est l'image d'un type qui s'appelle Michel Ponticelli d'Emery. C'est le fils d'un banquier lyonnais. Donc, rien à voir avec Champlain. C'est simplement qu'on n'a pas d'image de Champlain. Donc, on a pris cette image. Pas de photo dans ce temps-là. Non. Ouais. Donc, on a un portrait de Champlain où il tient un pistolet, une carabine, mais on voit pas bien son visage. Donc, quand on a eu besoin de Champlain, on a pris quelqu'un d'autre. On a dit, ça sera l'image de Champlain. Donc, c'est pas une théorie du complot, c'est un fait historique. Ça, c'est un fait historique, c'est pas une théorie du complot. Ça me fait rire très fort. Écoute, on va rester aujourd'hui dans un peu l'actualité. Tu as parlé avec Julie Payette un peu plus tôt. On va aussi parler espace. Tu vas voir, c'est fort intéressant. Mais d'abord et avant tout, grande nouvelle cette semaine. T'as de l'air trop content, là. Oui. Moi, je suis un amateur d'histoire. Oui. Et on est à peu près de la même génération. On a grandi un peu avec toute l'imagerie judéo-chrétienne. Hollywoodienne. Oui. Le Jésus de Zeffirelli, Moïse qui est Charlton Heston qui ouvre la mer Rouge pour faire passer les Hébreux. On a tous... C'est un Jésus sur une croix qui a des abdos qui a de l'air d'un Scandinave. Alors que dans ce temps-là, c'était pas mal plus brun en Israël puis plus court. Absolument. Donc, on a toute cette imagerie-là qui nous a été véhiculée par Hollywood. Ce sont des récits bibliques et les récits bibliques sont par définition des récits fantastiques où Dieu intervient à gauche et à droite. Et parmi ces grands récits-là, bien sûr, il y a l'histoire de Moïse, l'Arche d'Alliance que Indiana Jones a retrouvé dans le premier volet de la série. Chance qu'il était là, la Bible tenait plus sans ça. Et l'un des grands éléments mythiques comme ça, c'est le temple de Salomon, qui est le premier temple construit à Jérusalem. Et lorsque l'on parle de l'histoire biblique, là, je fais un détour, mais tu vas comprendre où je veux en venir. Je te laisse aller où tu vas, t'atterrir tout le temps sur tes pieds. Quand on fait ce détour-là, il faut bien comprendre que les experts, les historiens nous disent, quel que soit le texte fondateur, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible ou la Torah, il ne faut pas prendre ces textes fondateurs de manière littérale. On est bien sûr ici un peu dans la fable, l'imagerie, et c'est vrai pour la Bible et c'est vrai pour tous les grands textes fondateurs. Mais il y en a qui le font. Oui, il y en a qui le font. Aux États-Unis. Oui, malheureusement. On a beau leur demander si c'est samedi qu'ils ont le droit de fouetter leur esclave, là, mais ça n'a pas de l'air de les ébranler trop tôt. Non, pas trop. Et si tu posais la question aux historiens, quelle est la part de vérité dans ces histoires-là, ça reste très difficile et c'est un sujet qui est très controversé. Même Jésus, les historiens ne savent pas si le personnage a réellement existé ou si le Jésus de l'histoire ressemblait au Jésus des évangiles. Donc, Mais il y a quand même des personnages qui reviennent dans la Torah, la Bible absolument. Et le Coran. Oui, absolument. Dans les trois. Oui. Donc, il y a quelque chose, il y a une base quelque part. Voilà. Donc, mais quelle est la véritable part de l'histoire? Quelle est la part du mythe à travers ça? Et là, j'arrive enfin, après ce long détour, à ma nouvelle d'aujourd'hui. En fait, il faut savoir qu'à Jérusalem, quand tu regardes des photos de la vieille ville de Jérusalem, la première chose qui te frappe, c'est ce dôme doré qui domine la ville. C'est une mosquée, on l'appelle le dôme du rocher. Et selon la tradition hébraïque et dans la tradition du Coran, c'est un endroit très important où Allah, c'est pas Allah, mais Mohamed s'est élevé vers les cieux, le prophète s'est élevé vers les cieux. Mais dans la culture judéo-chrétienne, c'est l'endroit où aurait été construit autrefois le temple de Salomon. Et aujourd'hui, le mur des Lamentations où les Juifs vont, on dit souvent que c'est un des murs du temple de Salomon, ce qui n'est pas vrai. C'est un mur d'ailleurs reconstruit de l'ancien temple d'Hérode, du palais d'Hérode que l'on disait être construit sur le temple de Salomon. Il est interdit de faire des fouilles archéologiques à cet endroit-là. Donc, on ne sait pas quelle est la part de l'histoire et la part du mythe. Sauf qu'on apprend ces derniers jours qu'en 1999, des travaux illégaux se sont tenus sur au mont du Dôme. Ils ont fait un petit peu d'architecture au noir. Ils ont fait un peu d'architecture, la petite architecture au noir. Ils ont déplacé 9000 tonnes de terre et de roches. Ces gravats-là, si je puis dire, en cachette, ils ont jeté ça dans une décharge. Ouais. En 2005, des archéologues ayant eu vent de cette histoire-là ont demandé à passer au tamis toute cette pierre et cette terre transportée du dôme du rocher, du mont du Dôme, du mont du Temple, jusqu'à cette décharge. Et cette semaine,
Donc, en fait, il y a quelques jours, se tenait à Jérusalem la journée de Jérusalem, où on souligne la réunification de Jérusalem après la guerre des 6 jours en 1967, et était présent Benjamin Netanyahou, le premier ministre d'Israël. Et pour l'occasion, les archéologues ont révélé ce qu'ils ont trouvé dans cet amas de terre qui est passé au tamis depuis 2005. Et crois-le ou non, ils ont trouvé plus de 500 000 artefacts. Non seulement 500 000 artefacts, mais ils ont trouvé une grande partie de ces artefacts proviennent de la période située entre le 5e et le 10e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui vient donc ajouter au fait que le temple de Jérusalem, le fameux temple de Salomon, semble bel et bien avoir existé, mais non seulement a-t-il existé, à travers les artefacts qu'on a trouvés, les archéologues croient que ce temple était beaucoup plus qu'un endroit de dévotion. En fait, il était l'un des éléments centraux de la culture ou de la vie de Jérusalem de cette époque. On y a trouvé toutes sortes d'artefacts qui montrent qu'on y faisait du commerce, il y avait bien sûr la culture de la foi qui était développée, mais il y avait également du commerce, il y avait également des expositions qui étaient faites. Donc, c'était littéralement le cœur de Jérusalem. Les précurseurs de nos grandes religions. Absolument. Donc, à ce niveau-là, on peut dire que le temple, maintenant, les artefacts archéologiques découverts prouvent que le temple de Jérusalem, de Salomon, a bel et bien existé, mais il était beaucoup plus qu'un temple. Il était le cœur de la vie culturelle et sociale de Jérusalem. Ça devait être une très, très grande esplanade où ça devait, lors des journées ou des après-midi, ça devait être rempli de gens qui faisaient du commerce et du trafic autour du temple de Jérusalem. Et ça a été révélé il y a quelques jours lors de cette inauguration, en fait, présentée à la presse et à la fois au premier ministre Benjamin Netanyahou. Donc, c'est amusant parce que ce sont des éléments archéologiques qui viennent appuyer une partie du récit biblique. Ça ne veut pas dire que Moïse existait, que l'Arche d'Alliance se trouve quelque part cachée dans un souterrain. Non, mais je veux dire, si vraiment quelqu'un a changé l'eau en vin, je vais ouvrir les lignes, je veux qu'il appelle. Je veux savoir comment. Donc, il faut encore rester prudent. On ne doit pas prendre le texte de manière littérale, mais c'est le fun de voir que des preuves archéologiques viennent étayer des parties d'une histoire un peu fantastique et merveilleuse comme ça. C'est extraordinaire. Ouais. Ça fait rêver. C'est ça, tu fais tout le temps rêver. Ouais, ben tant mieux. Avec des faits, c'est fort. Oui. Et là, tu veux que je te fasse rêver encore un peu? Vas-y donc. On va dans l'espace. En fait, on fait rêver, et oui et non. En fait, en 2015, le milliardaire russe, Yuri Milner, a lancé le projet Breakthrough Listen. Comme tu le sais probablement, depuis des décennies maintenant, on écoute l'espace dans l'espoir de capter un signal radio d'origine extraterrestre. Je pense que la plupart des auditeurs ont vu le film Contact avec Jodie Foster où on révélait un peu, ça a été peut-être une façon, un bon outil de faire la promotion. J'ai vu beaucoup dans ma tête du temps où je buvais. Hey, j'étais parti là-dessus puis je pouvais pas, on m'a fait signe que c'était une pause, mais on va repogner ça direct en revenant. OK, parfait. Tout de suite à la pause, on continue avec le fascinant Christian Page. Alors, désolé, les annonces font partie de l'émission, faut payer le loyer. Voilà. Fait que, mais je t'ai coupé un moment super le fun. Moi, oui, j'étais parti sur l'espace. Oui, sur l'espace, puis ce qu'on entend. Oui. En fait, je te résume ça sans avoir consommé de substances d'ailleurs. Tu restes factuel, toi. Voilà. Donc, écoute, je te résume ça rapidement. Depuis plusieurs décennies maintenant, on écoute l'espace dans l'espoir d'y capter des signaux radio extraterrestres, un peu comme on a vu dans le film Contact avec Jodie Foster. Et en 2015, un milliardaire russe, Yuri Milner, a annoncé qu'il allait investir 100 millions de dollars sur une période de 10 ans, donc 10 millions par année, pour augmenter, en fait, l'efficacité des programmes déjà en place pour écouter l'espace. Donc, ça fait 3 ans que le programme a été mis en place et cette semaine, les scientifiques ont fait un point de presse. Ils ont publié également un article dans le Astrophysical Journal. Ils ont écouté jusqu'à maintenant 1300 et quelques étoiles sur différentes longueurs d'onde. Rien. Absolument rien. C'est juste encore trop loin. Donc, exactement, les scientifiques ne baissent pas les bras, ils disent pas on est seul dans l'univers. Il n'y a aucune preuve de rien, sauf qu'on peut pas avoir l'arrogance de croire qu'on est seul. Et non seulement ça, les anciennes croyances qui disaient qu'on était au milieu. Voilà, exact. Et que la Terre était plate. Et de plus en plus, encore cette semaine, la NASA a annoncé la découverte de 2 planètes situées à 12,5 années-lumière de la Terre, qui sont identiques à la Terre, qu'elles sont donc dans la zone de vie, elles ont la bonne grosseur. Donc,
donc qui ressemble à la Terre, qui pourrait avoir de la vie sur cette planète. Il l'était il y a 12 millions d'années, parce que ça prend ça pour que la lumière se rende. En fait, 12,5 années-lumière. 12,5 années-lumière. C'est déjà assez loin, je trouve. C'est déjà, c'est 12. Ouais, OK. Voilà, alors, je veux que tu nous parles du retour de Mítico Chupacabra. Écoute, si. Dan, tu es nouveau à ce micro, alors j'ai dit, il faut absolument que je l'initie à la créature mythique du 98.5 OK, FM. je veux que tu m'inities en faisant le cri. T'es capable de le faire, on m'a dit. Le Chupacabra, avec c'est un petit bruit mystérieux, c'est fait... Donc, qu'est-ce que c'est que ce c'est le bruit de Luc Lavoie à chaque fois qu'il rentre en ondes. Effectivement, quand on y parle trop des libéraux. Mais pour dire, le Chupacabra, c'est une créature fantastique qui est à la fois mi-gargouille, mi-kangourou, qu'on retrouve un peu dans la culture. C'est mythique. C'est mythique. Mais pourtant, chaque année, on rapporte des apparitions de la créature et ses méfaits. Et voilà que là, la presse argentine vient de rebondir avec une actualité sur l'El Mítico Chupacabra. Il aurait été à l'œuvre dans le petit village de La Paz, en Argentine, pas La Paz en Bolivie, le petit village de La Paz en Argentine. Il aurait mutilé des vaches. Donc, on a un fermier qui a trouvé... On se demande si c'est un pays honnête quand leur capitale s'appelle La Paz. Excuse. Hey, je suis fatigué. Moi aussi, j'ai besoin de ma fin de semaine. Donc, à La Paz, un fermier a trouvé... C'est pas La Paz, il y a un Z, mais ça se dit en espagnol, ça se dit S. La Paz. Oui. Et donc, à La Paz, on a trouvé une vache, les 4 fers en l'air, mutilée. Et la presse rapporte que les mutilations étaient si précises qu'on aurait presque eu l'impression qu'elles étaient faites de manière chirurgicale. L'animal avait été vidé de son sang. Et apparemment, les autres animaux charognards ont délaissé la carcasse. Donc, il en fallait pas davantage, tu comprendras, pour que la presse de la locale ça saute sur cette occasion et ramène le mythe du El Chupacabra, cette créature mystérieuse qui, en français, veut dire le suceur de chèvre. Tu parles d'une réputation que tu veux pas avoir dans la vie, toi. C'est correct comme légende. La créature que l'on dit, effectivement, s'en prendre au bétail, boire son sang, vampiriser ses victimes et les mutiler. Ben, effectivement, on est en présence ici d'une vache à La Paz, on le rappelle, qui aurait été mutilée de cette manière-là. Et évidemment, on rappelle l'El Chupacabra. Il faut quand même que je te dise, Dan, que dans les années 60 et 70, des phénomènes semblables ont été rapportés aux États-Unis. Donc, des vaches qu'on retrouvait mutilées. Cette fois-là, on accusait les extraterrestres. L'affaire avait soulevé un tel intérêt qu'éventuellement, on avait demandé au FBI d'enquêter. Et le FBI avait conclu que c'était des oiseaux, en fait, dans la variété des vautours, c'était des busards qui faisaient ces mutilations. Donc, quand la vache meurt, les busards arrivaient rapidement, se nourrissaient de l'œil de la vache, les tissus mous, entraient leur tête littéralement dans la bouche de l'animal pour aller chercher la langue ou entraient dans la tête dans l'anus pour manger l'intérieur de l'animal. Hey, t'es en onde, j'ai plus faim. Je sais, c'est incroyable. Mais bref, le FBI avait conclu que c'était des oiseaux charognards, les busards qui faisaient. Est-ce que c'est exactement le même phénomène qui se produit en Argentine? Mais c'est toujours plus excitant d'accuser le Mítico Chupacabra. Le Mítico Luc Lavoie. T'es bien fait, mon Christian. Ça fait plaisir, comme, à chaque fois, c'est un bonheur de t'entendre. Moi, je voudrais juste que tu aies encore plus de temps. Je suis fasciné. Puis tu fais une méchante recherche, en plus. Tu fouilles beaucoup, hein? Oui, mais c'est vrai que quand ça fait 42 ans que tu es là-dedans, tu viens que tu maîtrises bien ton sujet. Ah ouais, c'est vrai. Moi, mes 42 ans de radio m'ont tellement aidé.